J'appelle aujourd'hui à la barre notre premier tueur en série soviétique. On a fait beaucoup d'Américains, et bien là justement, on va voir le rival historique. On part en URSS pour découvrir Anatoly Onoprienko. Un serial killer assez particulier parce qu'il va enchaîner les meurtres de masse, c'est-à-dire qu'il va tuer plusieurs personnes d'un coup à plusieurs reprises, ce qui va donc faire monter assez rapidement son compteur à 52 victimes. Et on l'a notamment surnommé Terminator. Alors un soviétique qui prend le surnom d'une franchise occidentale et en plus américaine, c'est quand même pas terrible. Ça a dû énerver les communistes. Anatoly a grandi en Ukraine, qui faisait encore partie à l'époque de l'Union soviétique. Sa mère est décédée quand il avait 4 ans et il va être remis à ses grands-parents avant de finalement finir dans un orphelinat. Il avait toujours son père, mais le père n'a gardé que son frère, qui était plus âgé que lui. Et ça va être mal vécu par notre futur tueur en série. Au moins, on sait qui était le préféré de papa. Et apparemment, c'était pas le petit dernier. Il ne grandit pas dans les meilleures conditions et son histoire personnelle va peut-être le conduire à détester les familles, puisqu'elles vont être particulièrement ciblées par notre tueur une fois qu'il sera en activité. Heureusement qu'il n'y avait pas les Simpsons dans le quartier, sinon tout le monde y passait. Et Homer en premier, vu qu'il déteste la figure paternelle. Oh, punaise! Si on peut appeler Homer une figure paternelle. C'est nul! Depuis qu'il est à l'orphelinat, Anatoly dit qu'il entend des voix dans sa tête. Sachant comment finissent tous ceux qui disent ça, c'est pas bon signe. Il aimait aussi allumer des feux dans la forêt. Ça, c'est pas bon signe non plus. Après le feu, l'eau, puisque notre homme va être marin. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tadadam! Anatoly va se fiancer et il offrira d'ailleurs en bague de fiançailles à sa copine un bijou qu'il a volé sur l'une de ses victimes en lui coupant un doigt. C'est un grand romantique. Après, il n'y a pas de petites économies. Je vous rappelle que c'était la guerre froide. C'était pas non plus facile pour tout le monde. L'argent ne courait pas les rues. On est dans un contexte de guerre froide. L'URSS s'effondre petit à petit. Il y a de la pauvreté qui augmente de plus en plus. Et donc c'est dans cette ambiance que Anatoly va décider d'enchaîner les vols et les cambriolages pour se faire de l'argent. Au début de son parcours criminel, il va s'associer avec Sergueï, qui est un vétéran de l'armée avec qui il se lie d'amitié à la salle de sport. Ils vont justement commencer leurs méfaits en 89. Ils vont commettre plusieurs vols et Anatoly va vouloir voler des voitures, sauf que les voitures qu'il choisit, il y a des gens à l'intérieur. Et donc il décide de voler ces personnes, de les tuer et de brûler les voitures. Alors pour se réchauffer ses pratiques, par contre après c'est compliqué d'aller les revendre dans un garage. À l'Argus ça vaut plus grand chose. Il va notamment tuer comme ça une famille de 5 personnes qui rentraient de vacances et qui s'étaient arrêtées pour dormir un peu sur la route. Heureusement que c'était pas les tuches dans leur camping-car, sinon ils nous auraient privés de la plus grande saga humoristique française. En plus je fais le mec élitiste alors que les films me font plutôt rigoler. Tu peux faire 15 car, pas 15! Dès que c'est un peu beauf de toute manière. Ah bah si, tu peux en fait. On dit aussi de nos 2 compères qu'ils auraient assassiné une famille entière lors d'un cambriolage puisqu'ils auraient été surpris par les habitants. Et donc ils avaient des armes sur eux et pour se défendre et éliminer les témoins, ils ont tué tout le monde. Simple. Basique. Forcément la police commence un peu à s'inquiéter, les 2 soviétiques vont décider de se séparer et Onoprienko va partir un temps à l'étranger. Il reviendra quelques années plus tard et il va faire un petit séjour en soins psychiatriques où on va lui détecter des troubles schizophréniques, qui ne l'empêcheront pas par contre de répondre de ses actes devant la justice quelques années plus tard. Je vous l'annonce tout de suite, on a une période complexe d'un point de vue politique, donc on a du mal à enquêter sur Anatoly. Petit point historique, l'URSS s'effondre en 91, 2 ans seulement après les premiers crimes commis par notre homme. Donc effectivement, son passé criminel a pu tomber dans l'oubli. Tant mieux pour lui, mais pas de chance pour les familles ukrainiennes qui vont se faire massacrer. Le serial killer va finir par s'installer chez Piotr, un de ses cousins. J'adore, on n'a que des prénoms typiquement de l'Est. Ça fait vraiment authentique. Piotr, Sergueï, Anatoly, il manque plus que Vladimir et Igor et on a la totale. À l'hiver 95, il va retomber dans ses pulsions et il va entamer une spirale meurtrière terrible. Ça va commencer autour de Noël, histoire de mettre un peu de baume au cœur dans les foyers ukrainiens. Le mode opératoire va souvent être le même, il va choisir des maisons isolées à cambrioler avant de tuer tous les habitants et de mettre le feu aux baraques. Du coup, le Père Noël n'aura plus de cheminée ni de sapin pour déposer les cadeaux. Mais bon, le Père Noël c'est trop occidental. Il tue aussi parfois des personnes qu'il croise dans des voitures notamment, puisque c'est sa spécialité, et c'est vraiment une véritable frénésie. Et forcément, la population locale, elle commence à avoir peur, la panique, elle gagne du terrain, et certains veulent déménager quand on remarque que plusieurs crimes ont lieu dans les environs.
Les victimes sont essentiellement tuées avec un fusil, mais certaines ont été massacrées avec une hache ou avec un marteau. Femmes, enfants, personnes âgées, il n'a aucun scrupule et il tue tout le monde. Des familles entières sont décimées et personne n'entendait les cris de terreur qu'il y avait dans les maisons isolées puisqu'on était en pleine campagne. Ça donne envie de rester habité dans son appartement et de ne pas vivre en Ukraine. Après, il ne faut pas dire ça, je vais me mettre leur office du tourisme à dos. Allez-y en vacances, il y a quand même le vestige de la centrale nucléaire de Tchernobyl à découvrir. Je suis pas sûr par contre que ça fasse une belle carte postale. Mais on peut pas tout avoir. Plage de sable fin ou radioactivité, il faut choisir. Il y a une énorme chasse à l'homme qui est lancée par la police et même l'armée avec des milliers de personnes qui sont mobilisées pour tenter de retrouver le coupable dans les zones où les crimes sont commis. Mais finalement, sa capture, elle va se résumer à un coup de téléphone. Je vous ai dit qu'Anatoly vivait chez son cousin Piotr, mais il va être mis à la porte parce qu'on va retrouver dans sa chambre des armes. Et Piotr va prévenir la police. On peut même plus faire confiance à sa famille. C'est fou. Bon, en vrai, je raccourcis un peu l'histoire, parce que la raison pour laquelle Piotr appelle la police, c'est parce que Anatoly était furieux de se faire virer de l'appartement et qu'il avait menacé de s'en prendre à sa famille. Le fait qu'il y ait des armes chez lui, vu la période dans laquelle étaient les centaines d'enquêteurs mobilisés, eh bien forcément ça va les interpeller. Et il décide d'aller jeter un coup d'œil. Quand on sonne à l'appartement de sa fiancée, c'est Onoprienko qui ouvre la porte, il laisse entrer la police et il va tenter d'aller chercher un pistolet pour leur tirer dessus. Sauf qu'il se fait maîtriser et on va retrouver rapidement une centaine d'objets qui appartenaient à des victimes et certaines armes qui ont pu être utilisées par le tueur. Un enquêteur reconnaît même une chaîne stéréo qui avait été volée à l'une des familles assassinées et qui meublait l'appartement d'Anatoly. Le policier, il a l'œil pour toutes les références d'électroménager. Il tient sa reconversion, il peut aller bosser chez Darty. Il décore son appartement avec ce qu'il vole, il offre des bijoux qu'il a pris sur les victimes. Sa copine devait le trouver très généreux, mais elle va vite déchanter, puisque quand elle apprend la nouvelle, elle s'effondre, puisqu'elle ne se doutait absolument de rien. C'est souvent comme ça. Sous ses airs de généreux fiancé, se cachait en fait un terrible meurtrier. Onoprienko va d'abord avouer 9 crimes qui ont eu lieu avant 95, donc ce sont les premiers meurtres qu'il a commis avec Sergueï. D'ailleurs, son complice sera condamné à 13 ans de prison. Et Anatoly va finir par avouer les 43 autres qu'il a commis en l'espace de quelques mois. Parce qu'il commence à l'hiver 95 et il est arrêté au printemps 96. 43 meurtres en 6 mois, on tient là le plus grand tueur en série ukrainien et peut-être même soviétique. Mais il y a débat parce que dans ma prochaine vidéo, on va parler d'un serial killer russe qui a tué aussi une cinquantaine de victimes. Et c'est un profil totalement différent. En plus, notre tueur de la prochaine fois, il s'appelle Andrei, et c'est un prénom qu'on n'avait pas encore utilisé dans cette vidéo. On continue notre collection de prénoms. Anatoly va répéter qu'il entendait des voix et qu'il se comportait un peu comme un robot quand il tuait les gens. D'où le fait qu'on le surnomme Terminator. Des centaines de personnes vont venir voir le procès en 98. Alors ça attire sûrement moins de monde que la Coupe du Monde, mais c'est quand même un beau spectacle. Il était même enfermé dans une cage de fer au tribunal. Ça a un peu traîné pour tenir ce procès, vu que Anatoly est arrêté en 96 et qu'il est jugé en 98. Il y a un peu plus de 2 ans d'attente, mais comme je vous l'ai dit, la période elle n'est pas évidente d'un point de vue politique. L'Ukraine se construit, et voilà que la justice doit organiser un procès aux coûts colossaux. Il y a 400 témoins à faire venir sur place et à héberger, et il y a 100 volumes de preuves à éplucher. Le juge a même fait un appel à la télé pour demander des fonds pour organiser tout ça, ce qui a poussé le gouvernement à débloquer de l'argent. Dommage qu'Internet ne soit pas encore répandu à cette époque, parce que sinon ils auraient été à 2 doigts d'organiser une cagnotte en ligne. Ils auraient dû réfléchir à des contreparties. Pour 500 € tu récupères la bague de fiançailles, pour 300 € tu récupères la chaîne stéréo, ça aurait été très intéressant. C'est pas mal ça comme idée. Si jamais le garde des Sceaux français veut m'appeler pour en discuter, je trouve des réformes de la justice en vidéo. C'est quand même fabuleux. C'est la magie de cette chaîne. Bien évidemment, notre tueur en série va finir par être reconnu coupable après plusieurs mois d'audience et va ensuite se poser la question de la peine à appliquer. Parce qu'en fait, en URSS, on avait la peine de mort, en Russie, on l'a aussi, mais par contre, maintenant, on a le Conseil de l'Europe qui s'est créé et qui défend les droits de l'homme et qui demande à ce qu'on abolisse la peine de mort. Et du coup, l'Ukraine, elle se retrouve un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, puisqu'elle avait annoncé qu'elle allait l'abolir également. Le président ukrainien aurait hésité à interrompre ce processus le temps de coller une balle dans la nuque à notre Anatoly. Mais finalement, le serial killer va être condamné à de la prison à vie. Il y en a qui ont du bol. Deuxième point culture, je vous avais parlé de la chute de l'URSS, eh bien il faut savoir que l'abolition de la peine de mort, c'est en 2000 en Ukraine. Quelques mois seulement après le procès. J'ai l'impression de vous faire réviser des repères historiques pour le bac. Comme quoi, on n'apprend pas que des trucs glauques sur cette chaîne. Notre serial killer de masse n'a pas eu le droit à la peine de mort, mais il va finir par mourir d'un problème cardiaque en prison à l'âge de 54 ans, après 13 années d'enfermement.
Au moins une chose est sûre, c'est que grâce à notre tueur, désormais dans votre esprit, l'Ukraine, ce n'est plus seulement la remontada historique de l'équipe de France en 2013, ou bien une catastrophe nucléaire, c'est élémentaire.